Que tu veuilles devenir un dragueur, un entrepreneur ou t'expatrier, c'est une question de mindset. Et tu dois savoir qu'il y a un élément, plus précisément un état d'esprit, une façon de se comporter dont tu dois tenir compte lorsque tu te trouves dans d'autres pays européens que des pays comme la France, comme l'Italie, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, comme l'Espagne. Bref, ce qu'on appelle communément les 5 pays fondateurs de l'Union européenne. Quand tu te trouves dans des pays comme d'autres pays européens, comme l'Europe centrale, comme l'Europe de l'Est, etc. Il existe une spécificité de mindset, de comportement dans les pays que j'ai cités, les 5 pays fondateurs de l'UE, les 5 plus grosses économies de l'UE. Bon, même si le Royaume-Uni n'est plus dans l'UE, mais bon, ça reste un pays européen. Il existe une spécificité dans ces 5 pays et une spécificité dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Et je vais détailler les deux. C'est pas forcément une vidéo sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces zones, c'est plutôt une vidéo sur quelle zone te correspond le plus à toi quand tu veux envisager une expatriation. Quand tu t'expatries, donc, tu changes d'état d'esprit. Les gens pensent différemment, l'État pense différemment, les institutions pensent différemment. Et il y a une raison historique à cela. La plupart des États d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est sont en réalité récents. Donc la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, la Bulgarie, la Croatie, la Serbie, tous ces pays qui peuvent être des destinations d'expatriation pour X ou Y raison, sont des bébés au sens historique du terme. Et je veux dire par là que leur manière de s'organiser légalement, institutionnellement, collectivement, est encore par moments incertaine. Il y a des manques, il y a des inefficacités, il y a des gaps dans leurs lois, dans leurs process, dans leur manière de s'organiser. Ces États, en général, si on prend la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Ukraine dans une certaine mesure, ces États sont devenus indépendants à la suite de la chute d'empires qui étaient en général plus vastes qu'eux. Il a donc fallu, une fois que ces nouveaux États ont été laissés seuls à eux-mêmes, il a donc fallu s'organiser par eux-mêmes. Et cela fait une trentaine d'années, une quarantaine d'années au maximum que ces États existent et qu'ils doivent désormais s'organiser par eux-mêmes. Donc ces États indépendants doivent organiser tout l'appareil d'État, tout le carcan législatif qui fait que les gens peuvent cohabiter, vivre ensemble sans trop d'anarchie. Donc il s'agit de gérer les process, bâtir du collectif, former ce carcan législatif, former un bloc de pratique, de conduite chargé de produire des résultats sur la marche en avant du pays. Ça, c'est ce qui se passe dans un premier temps. Dans un second temps, cette genèse se reflète chez les gens au quotidien. Les gens développent certains réflexes, certains comportements très différents de ce que à la fois l'État français peut avoir comme réflexe, comme process, comme pratique, et de ce que le peuple lui-même peut avoir comme réflexe, comme process et comme pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, l'État français exige, c'est pas forcément quelque chose que vous remarquez parce que vous vivez dedans et vous ne vous posez pas de questions parce que c'est ce que vous avez toujours connu. Mais l'État français existe depuis très très longtemps. Il n'y a jamais eu de disruption, il n'y a jamais eu de césure tellement profonde que l'État français, que l'appareil d'État français ait connu un avant et un après. L'État français a toujours été fort, d'abord par les rois, ensuite par les institutions religieuses au Moyen-Âge. L'État français a toujours été capable de cadrer, d'encadrer, d'être encadré, d'être contrôlé et d'être efficace. Il a toujours été suffisamment fort pour remplir les objectifs initiaux de l'État, on va dire police, justice, armée, monnaie et gestion des affaires courantes, la justice, etc. Donc l'État français a toujours été fort, d'abord par les rois, ensuite les institutions religieuses, l'Église, ensuite la République. Donc cela dure depuis au moins un millénaire. Donc l'État en France est rompu au processus et rompu à l'administratif. L'État français est une machine qui tourne. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple, il y a des inefficacités, en particulier à l'époque récente, et à l'époque très 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 récente. Vous avez vu au passage que Bayrou alors soit va démissionner, soit a démissionné. Je suis pas sûr de quelle version est la vraie, mais bon.
c'est une preuve de l'inefficacité de l'État contemporain. Mais bon, on va dire que jusque dans les années 2010, l'État français était plus ou moins performant. Là, il est volontairement, à mon sens, saccagé, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les mécaniques sont huilées. Les lois sont là, les pratiques sont connues, sont expérimentées depuis des siècles. Donc il n'y a pas de nouveauté en France sur la manière de gérer correctement l'État, les processus de l'appareil d'État, etc. L'État possède ses corps de fonctionnaires, les corps de fonctionnaires savent ce qu'il faut faire, ils ont une certaine expérience, ils sont rompus au processus, et tout cela est imprégné dans la mémoire collective et dans les pratiques au quotidien des gens, c'est-à-dire des fonctionnaires, mais aussi du peuple qui sait à peu près quand est-ce qu'il peut demander à l'État, qu'est-ce qu'il peut demander à l'État, dans quelle mesure, etc. Il y a une relation d'interconfiance, si vous voulez. Donc que ce soit quand l'État sollicite les gens à travers collecter l'impôt, organiser les élections, réparer des infrastructures, ordonner des enquêtes, ordonner des contrôles, ou que ce soit lorsque les gens sollicitent l'État pour des prestations, pour des allocations, pour des aides, etc., il y a une telle relation qui a été bâtie sur les siècles qui fait que la mécanique est huilée. On connaît les process qu'il faut appliquer, on sait comment il faut les appliquer, on connaît leur étendue, leur durée, etc., etc. Donc la grosse différence entre la France et les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et les autres pays du monde, c'est que les pays d'Europe centrale et les pays d'Europe de l'Est en particulier ont des États très jeunes, ont des États qui n'ont pas encore eu le temps de se structurer, d'être expérimentés, d'apprendre de leurs erreurs, parce que justement ils sont encore jeunes. Donc au lieu d'avoir des processus bien définis, au lieu d'avoir la définition des rôles dans cette organisation qui s'appelle l'État, eh bien on a plutôt ce que j'appelle des patchs. Des patchs, donc vous connaissez le principe, c'est le même que pour les logiciels. Vous avez un processus, ce processus fonctionne ou ne fonctionne pas. S'il fonctionne, eh bien on en prend note et c'est tant mieux. S'il ne fonctionne pas, on met en place un patch, c'est-à-dire en général un changement dans la régulation ou un changement dans la législation qui fait qu'on va réparer l'inefficacité qu'on a remarquée. Donc on ne va pas forcément produire du résultat et de l'efficacité au niveau administratif et bureaucratique, on va plutôt chercher à produire un résultat qui est plus ou moins satisfaisant, mais on n'en est pas encore à la phase où on affine les choses. On n'est pas encore dans la phase de l'efficacité au sens de maximiser les résultats avec le minimum de ressources. Ce qui fait qu'en conséquence, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans les lois et dans les pratiques des États d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Il y a des inefficacités, des zones d'ombre, des choses laissées en jachère. Alors je vais te donner 3 exemples. Donc à travers le marché du logement, le marché du travail et les démarches administratives. Alors parlons du marché du logement. Alors, en arrivant ici, j'ai évidemment dû trouver un logement. Donc pour aller plus vite, je suis initialement passé par une agence immobilière. Cette agence, via un agent immobilier, m'a connecté avec un propriétaire. Jusque-là, bon, c'est assez similaire à ce que vous pouvez trouver en France, mais il y a eu plusieurs grosses différences. Comment ça fonctionne ici? En fait, vous signez un contrat de location. Vous allez me dire, c'est assez classique. Sauf que, en Europe centrale, bon déjà, il n'y a pas besoin de garant, hein, il suffit de payer la somme qui vous est demandé de payer et vous obtenez le logement. Mais il y a aussi une grosse différence dans le contrat lui-même, dans le contrat de location. Ce contrat ne respecte pas un pattern défini ou prédéfini. Il est écrit un petit peu selon la volonté des parties qui contractent. Autrement dit, il met sur papier les accords verbaux que vous aurez eu avec le propriétaire par l'intermédiaire de l'agence immobilière. Donc ça concerne quoi? Le montant du loyer, la durée de location, les caractéristiques de l'appartement, la caution qu'il faut donner, le nombre de mois de loyer d'avance et les clauses, on va dire punitives ou les clauses possibles qui concernent, eh bien, que se passe-t-il si vous endommagez le logement, le mobilier, que se passe-t-il si vous emmenez un animal à l'intérieur alors que vous avez convenu d'une interdiction, ce genre de choses. Donc c'est une autre différence par rapport à la France. Le contrat peut être ici
très très long. Et en fait, virtuellement, le propriétaire peut ajouter autant d'articles qu'il veut, articles dans le contrat, qui sanctionnent certains comportements qu'il estime abusifs ou qu'il estime que ces comportements puissent endommager le bien qu'il vous met à disposition de louer. Il n'y a pas forcément de limite dans ce que peut vous restreindre le propriétaire. Alors il peut par exemple vous restreindre les animaux de compagnie, même si théoriquement c'est illégal de le faire. Donc il y a une loi de facto qui stipule qu'il est interdit d'interdire les animaux de compagnie dans les appartements. Mais cette loi est assez évasive parce que dans le même temps, il y a d'autres lois laissées à l'interprétation qui encouragent le propriétaire et qui lui donnent ce pouvoir de gagner l'usufruit de son bien, de profiter de l'usufruit de son bien. Donc signaler une clause d'un contrat de location comme étant abusive, ici, va être soumis à interprétation. En France, un locataire va être plutôt assez protégé, voire extrêmement protégé dans sa location. Ici, ça n'est pas le cas. Ici, si vous ne payez pas, eh bien, vous êtes expulsé assez rapidement. Le propriétaire peut également, si vous ne payez pas, appliquer une clause qui en général se trouve dans les contrats, qui va vous donner une pénalité de paiement qui correspond par exemple à 0,25% du montant du loyer pour chaque jour de retard. Donc imaginez, nous sommes le 1er septembre, vous ne payez pas votre loyer, et bien sur le loyer suivant, le propriétaire peut ajouter 0,25% du montant du loyer pour chaque jour de septembre où vous n'avez pas payé votre loyer à temps. Donc l'addition peut monter très très vite. Et virtuellement, il n'y a pas de limite au taux que le propriétaire peut appliquer aux pénalités de paiement. Enfin, il peut vous mettre 2% du prix du loyer à régler après chaque jour de retard. Donc ça peut aller très très loin dans le pouvoir que le propriétaire possède ici, contrairement à la France. Je ne crois pas, et je n'ai d'ailleurs jamais vu dans les appartements que j'ai loués en France, de telles clauses tellement restrictives et punitives en cas de non-paiement du loyer. Alors évidemment, si vous êtes en désaccord avec de telles clauses, puisqu'elles sont signalées à l'avance lorsque vous signez le contrat, et bien en fait vous manifestez votre désaccord directement auprès du propriétaire et vous lui demandez de retirer ces clauses ou alors de négocier ce fameux taux plutôt que ce soit 2%, imaginons, votre propriétaire vous a mis 2% de pénalité sur les retards de loyer, vous descendez à 0,5, 0,25, 0,10%, bref, quelque chose d'acceptable, qui n'est pas quelque chose d'extrêmement punitif et qui ne va pas vous ruiner en cas du moindre défaut de paiement, ce qui peut arriver. Bon. Cela traduit que les propriétaires ici ont beaucoup plus de pouvoir que les propriétaires en France. Donc à la question, est-ce que le propriétaire est abusif? Il n'y a pas vraiment de réponse légalement parlant. Il n'y a pas vraiment de seuil au-delà duquel un propriétaire va être jugé comme ayant des pratiques abusives. Ça va être laissé à l'appréciation d'un juge et ça va être laissé à la négociation directe, la négociation interpersonnelle, on va dire, entre vous et le propriétaire, en tout cas tant que l'affaire n'est pas portée en justice. Mais vous n'avez pas forcément de garantie d'être indemnisé d'un litige, ou ce que vous estimez être un litige, et dont vous estimez en être la victime. Vous n'avez pas forcément de garantie qu'un juge va vous donner gain de cause. Un juge peut très bien donner gain de cause à un propriétaire plutôt qu'à vous, locataire, s'il estime que le droit au gain du propriétaire a été restreint ou lésé, ou que vous êtes la cause d'un dommage, notamment financier, infligé au propriétaire. Là, j'ai parlé du marché du logement, mais ça peut être également le cas pour négocier des prêts à la banque. Alors vous pouvez négocier le taux, par exemple. Alors la négociation dans une banque est un peu moins élastique parce que c'est plus institutionnel, c'est plus rigide par définition, mais vous pouvez négocier un taux dans une banque. Les banques ici, en Europe centrale, Europe de l'Est, prêtent beaucoup plus facilement. En contrepartie, le taux est en général plus élevé. Un prêt ici immobilier peut avoisiner les 5, 6, 7% selon les pays.
Donc le point à retenir, c'est qu'il y a beaucoup moins ici de contrôle, beaucoup moins d'automatisme, beaucoup moins de réponses institutionnelles planifiées face à telle ou telle situation. On est plus dans la réaction que dans la prévision. C'est un peu ça la chose à retenir. Donc la prévision, c'est qu'en France, on prévoit tel ou tel comportement en fonction de telle ou telle situation. On prévoit tel ou tel scénario en fonction d'un autre scénario, qui est en général problématique, ou considéré comme tel. À l'étranger, donc en dehors de France, on estime plutôt que chaque situation est unique et que sa résolution doit se baser sur l'appréciation, la négociation des parties impliquées. Donc le réflexe, ce n'est pas de vérifier ce que l'État peut faire, et la population n'a pas forcément ce réflexe. Le réflexe, c'est plutôt d'avoir son réseau, de savoir négocier, de se montrer entreprenant, à la fois individuellement et collectivement, via son réseau, pour gagner des négociations, voire des rapports de force quand la situation s'envenime un peu plus. C'est en fait à vous de vous plaindre, c'est à vous de vous activer, de prendre les devants, d'être entreprenant pour mobiliser les ressources que l'État offre. C'est un peu comme l'État, si vous voulez, vous offre une table de restaurant avec une nappe, vous avez plein de services, donc judiciaires, services fiscaux, etc. Et vous activez pour solliciter, pour décrocher tel ou tel service. Ce n'est pas l'État qui va vous tendre ces services, qui va vous les mettre tout cuit, tout chaud dans la bouche. Donc vous comprenez la différence. Dans le cas du marché du logement, si vous estimez qu'un contrat est abusif, eh bien si vous ne vous plaignez pas à une institution, et si vous n'essayez pas d'abord de régler le cas via une négociation interpersonnelle, l'État ne va pas spontanément contrôler une injustice supposément commise. Pareil sur le marché du travail, qui est beaucoup plus flexible ici, et beaucoup plus flexible en général en Europe centrale, en Europe de l'Est ou dans les autres États du monde. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a presque le plein emploi en Europe centrale, en Europe de l'Est. Si vous regardez en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie, il y a très peu de chômage pour cette raison. Donc le code du travail est beaucoup moins dense dans ces pays. C'est à la fois un avantage parce que vous pouvez changer de métier beaucoup plus facilement, mais à part ça, les règles sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les syndicats, sont beaucoup moins contraignantes ici. Donc si vous êtes victime d'une injustice au travail, eh bien ça va être à vous de vous bouger pour faire valoir vos droits. Il y aura beaucoup moins de syndicats, en particulier dans des secteurs comme l'informatique, qui sont des secteurs potentiellement qui concentrent le plus d'expatriés, du fait de leur nature internationale et qui n'est pas liée au marché local. Énormément d'entreprises ici recrutent dans l'informatique. Si vous êtes victime ou estimez être victime d'une situation inconfortable au travail dans un de ces domaines, ça sera à vous de le prouver, ça sera à vous de mobiliser énormément de ressources, d'embaucher un avocat, avocat qui parle a priori anglais ou qui parle votre langue, pour espérer avoir gain de cause. Troisième exemple, donc on a vu le marché du logement, le marché du travail, et je peux vous donner un autre exemple sur les démarches liées à l'immigration. Donc lorsque vous faites une démarche liée à l'immigration dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, le processus, à un moment donné, peut être en pause, peut être en attente pendant plusieurs semaines, pendant un certain temps, plusieurs mois même, et vous pouvez vous demander quel peut être le statut de votre candidature. Et en fait, si vous ne vous activez pas, si vous n'allez pas au devant demander quel est le statut de cette candidature, ça peut continuer à prendre des mois et des mois, et votre dossier peut être perdu en fait parmi d'autres dossiers sans que vous sachiez exactement de quoi il retourne. Donc, ce n'est pas l'État qui va venir vous informer comme ça spontanément de la complétion de votre candidature, c'est plutôt à vous de vous activer et c'est à vous d'aller demander ce qu'il en est. Donc pour résumer, la principale différence de mindset entre la France et l'étranger. Donc à l'étranger, dans les États jeunes, récents ou un peu bordéliques par nature, comme les États d'Amérique latine, vous allez devoir vous bouger, vous allez devoir aller au-devant, faire preuve d'initiative, faire preuve d'un esprit presque entrepreneurial pour régler vos problèmes. Il y a beaucoup moins de contrôle, de process, d'automatisme et de garantie. Ne vous attendez pas à être pris par la main, à ce que l'État s'occupe de tout et à ce que vous n'ayez à penser à rien du tout. Ici, vous devez préférablement avoir une communauté,
des amis sur lesquels vous pouvez compter, à qui vous pouvez faire confiance, des locaux qui connaissent bien le système, qui peuvent vous aiguiller en cas de problème. Vous devez connaître des gens, vous devez savoir réseauter, mettre en place des skills sociaux pour obtenir un résultat satisfaisant et pour éviter de faire face à des abus. Est-ce que c'est un défaut de la France ou un défaut de l'Europe centrale? En réalité, aucun des deux. Ça dépend de votre profil, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc si vous aimez la sécurité, si vous aimez que tout soit carré, défini, impeccable, clair, un petit peu à l'allemande, ben, si vous aimez ce cadre-là, vous serez beaucoup mieux en France. Mais si vous aimez les espaces de liberté, au sens légal et administratif du terme, si vous aimez les États où l'État n'est pas étouffant, où on laisse de l'initiative, de la liberté aux gens, de mener leur vie, de construire leur vie, tout en paraissant peu sérieux. Vous voyez, certains pays, parce qu'ils n'imposent pas extrêmement de régulation, paraissent peu sérieux. En réalité, c'est juste que ces pays font le choix de la liberté, font le choix de donner plus de marge de manœuvre à leurs citoyens. Les politiciens dans ces États préfèrent ne pas forcément remplir le rôle qui leur incombe au profit de certains pots de vin, de certaines enveloppes bien glissées dans une certaine poche. Donc si vous aimez la liberté au sens légal et institutionnel du terme, vous serez mieux en Europe centrale, en Europe de l'Est et dans n'importe quel autre pays du monde en fait, en dehors des 5 gros pays européens que j'ai cités en début de vidéo. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Je t'invite à liker, à partager, à t'abonner, à activer les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis je te dis à bientôt. Ciao!